En ce moment même, une bataille silencieuse se joue pour savoir qui contrôle ce qu'on voit en ligne. Et le truc, c'est que sans qu'on s'en aperçoive vraiment, les règles du jeu d'Internet sont en train d'être complètement réécrites. Vous l'avez sûrement remarqué, de plus en plus d'applications, que ce soit Discord ou d'autres réseaux, nous demandent de prouver notre âge, parfois même avec une carte d'identité. Alors ce n'est pas du tout un hasard. Derrière cette simple question, il y a en fait un truc bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Pour tout comprendre, il faut qu'on revienne sur une histoire toute récente, une histoire qui a vraiment secoué le monde de la tech. Et dans cette histoire, il y a 3 personnages principaux. D'abord, la plateforme de discussion Discord, ensuite une entreprise spécialisée dans l'identité numérique qui s'appelle Persona, et enfin, et c'est le plus important, des millions d'utilisateurs qui ont tout simplement dit non. Alors, plongeons-nous dans cette histoire. C'est une crise qui a vraiment tout changé en seulement quelques semaines. En fait, tout a basculé en moins d'1 mois. Imaginez, Discord lance son test pour vérifier l'âge et quasi instantanément, la communauté explose. L'idée de devoir donner sa pièce d'identité juste pour chatter en ligne, pour beaucoup, c'est juste impensable. Et puis, ça tourne au fiasco complet quand des chercheurs découvrent des failles de sécurité énormes chez Persona, le partenaire de Discord. Là, la confiance est totalement brisée. Face à cette révolte, Discord n'a pas le choix. Ils annulent tout et suppriment toutes les données. Fin de l'histoire. Le résultat de toute cette affaire? Eh bien, Discord a dû appuyer sur le gros bouton pause. Le projet de vérifier l'âge de tout le monde, partout dans le monde, est reporté. C'est une vraie victoire pour les utilisateurs, et ça montre bien le pouvoir qu'on peut avoir quand on se mobilise. Mais ça soulève une question essentielle, non? Pourquoi une boîte comme Discord prendrait un risque pareil? Pourquoi s'entêter avec une mesure que tout le monde déteste? En fait, la réponse, il ne faut pas la chercher dans les bureaux de Discord en Californie, mais plutôt dans les couloirs des parlements, ici, en Europe. Parce que, et c'est ça le point clé, les plateformes comme Discord ne font pas ça par plaisir. Elles sont obligées de s'adapter à un tout nouveau, disons, un nouveau code de la route pour Internet. Des règles qui changent complètement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et le grand responsable, c'est lui, le Digital Services Act, qu'on appelle aussi le DSA. C'est une énorme loi de l'Union européenne dont le but est clair, en finir avec le Far West d'Internet. L'objectif, c'est de nous protéger, et surtout les plus jeunes, contre les contenus dangereux, la désinformation, le harcèlement, bref, tout ça. Et pour être sûr que les plateformes obéissent, la loi a prévu de quoi les faire réfléchir. Et l'Europe n'est pas toute seule dans cette histoire. Juste à côté, le Royaume-Uni a aussi sa propre loi, l'Online Safety Act. Le but est le même, rendre Internet plus sûr, mais les méthodes sont différentes. Pour faire simple, la loi britannique, elle, se concentre sur le retrait de contenu bien précis, alors que la loi européenne, le DSA, est beaucoup plus large. Elle s'attaque directement au fonctionnement même des plateformes. Et si les géants de la tech prennent ces lois aussi au sérieux, la raison est très simple, c'est l'argent. Les amendes sont astronomiques. On parle de jusqu'à 6 ou même 10% de leur chiffre d'affaires mondial. Pour des boîtes comme ça représente des dizaines de milliards. Forcément, face à un risque financier pareil, vérifier l'âge des gens, ce n'est plus une simple option, ça devient une obligation. Sauf que, bien sûr, cette nouvelle approche européenne ne plaît pas du tout à tout le monde. Surtout pas de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est sacré. C'est le premier amendement. Et là-bas, ces lois sont vues comme une menace, une vraie menace directe. Et c'est là qu'on entre dans un vrai choc des titans. Une confrontation géopolitique. La question centrale, c'est qui a le droit d'écrire les règles pour tout l'Internet ? La réaction américaine ne sait pas faire attendre. Une commission très importante du Congrès a lancé sa propre enquête. Et le résultat, c'est un rapport, disons, explosif. Il accuse carrément l'Europe de vouloir imposer sa façon de voir les choses à toute la planète. Et ils ne mâchent pas leurs mots. Regardez cette citation tirée de leur rapport. Un grave danger pour la liberté d'expression américaine en ligne. C'est direct, c'est clair. Pour eux, le DSA européen, ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative de censure qui vient de l'étranger. Alors, concrètement, de quoi ils accusent l'Europe? Eh bien, le rapport liste plusieurs points. D'abord, ils disent que l'UE force les entreprises de la tech à appliquer les règles européennes dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ensuite, que sous prétexte de lutter contre la désinformation, l'Europe s'attaquerait en fait aux opinions politiques et même à la satire. Et enfin, qu'elle exigerait l'accès à des données d'utilisateurs américains sur le sol américain. Et ce ne sont pas juste des accusations en l'air. Le rapport américain donne des exemples précis. Le cas de la plateforme X est souvent cité. L'UE a mis une amende à X, une entreprise américaine, parce qu'elle refusait de donner accès à ces données à des chercheurs qui n'étaient pas européens. Pour les Américains, c'est la preuve flagrante de ce qu'ils dénoncent. L'Europe qui applique ses lois en dehors de ses frontières et qui essaye d'imposer ses règles au reste du monde. Mais attention, cette histoire, ce n'est pas juste un bras de fer entre Bruxelles et Washington. Le modèle européen est en train de faire des petits un peu partout et ça crée une véritable onde de choc réglementaire dans le monde entier. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci. Plus de 20.
c'est le nombre de pays qui ont déjà adopté ou qui préparent des lois très similaires à celles de l'Europe. C'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Quand l'Europe met en place une nouvelle règle, souvent, le reste du monde finit par s'aligner. Et ça se passe vraiment partout. En Australie, ils ont interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Au Brésil, ils ont un projet de loi contre les fake news qui s'inspire beaucoup du DSA. En Inde, en Malaisie, en Corée du Sud. Partout, des gouvernements reprennent ce modèle. L'idée d'un Internet plus contrôlé, surtout pour protéger les plus jeunes, est en train de devenir la nouvelle norme. Bon, ok. Après toutes ces grandes manœuvres géopolitiques, revenons à nous. Concrètement, pour notre fil d'actualité, pour notre usage de tous les jours, qu'est-ce que ça change ? En fait, la mécanique est assez simple. C'est une réaction en chaîne. Étape 1, un gouvernement vote une loi. Étape 2, les plateformes qui ne veulent surtout pas payer des amendes monstrueuses sont obligées de s'y plier. Étape 3, pour s'y plier, elles déploient des choses comme la vérification de l'âge. Et étape 4, la conséquence finale, c'est notre expérience de tous les jours qui change, avec peut-être moins d'anonymat et des contenus plus contrôlés pour coller à ces nouvelles règles. Au final, tout ça nous amène au cœur d'un débat absolument fondamental pour l'avenir d'Internet. D'un côté, il y a la promesse d'un web plus sûr, plus propre, et de l'autre, il y a la peur d'une censure généralisée, la peur de perdre cet espace de liberté qui a rendu Internet si unique. Et tout ça nous laisse avec la question finale, la plus importante de toutes. Dans ce grand village mondial qu'est devenu Internet, qui est légitime pour écrire les règles ? Qui doit décider de ce que des milliards de gens ont le droit de voir, de dire, de partager ? Est-ce que c'est un seul pays ? Un groupe de pays comme l'Europe ? Ou est-ce que ce sont les entreprises qui ont créé ces mondes virtuels ? Pour l'instant, personne n'a la réponse.